Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'abord Monsieur le Président, merci Madame la Présidente pour cette invitation. Je vais essayer en quelques minutes de vous donner effectivement des éléments qui concernent l'environnement finalement dans lequel, dans lequel cette discussion sur le reporting extra-financier se tient, autour d'une partie seulement des composants du changement global, la question du changement climatique. Il y a d'autres composantes qui ont été mentionnées, notamment sur la biodiversité, qui seront discutées ensuite au moment de la table ronde. Il ne faut absolument pas les oublier parce qu'elles ont des relations, des connexions qui sont importantes. C'est bien le changement global dont on doit parler. Moi, ma spécialité, c'est la question du changement climatique et comme il a été rappelé, ce à quoi j'ai participé, c'est donc la rédaction de ce rapport qui a été publié donc début avril, qui est le dernier des rapports donc, du GIEC, le groupement intergouvernemental d'études du climat, qui est consacré à la réduction des émissions, aux options de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il suivait deux autres rapports, l'un sorti en août dernier sur la science du climat et l'autre sorti fin février, qui s'intéressait aux impacts et aux enjeux d'adaptation. Alors, je ne suis évidemment pas tout seul à avoir rédigé ce rapport, c'est une œuvre collective, et ça c'est très important de l'avoir en tête, c'est 278 auteurs sur tous les continents qui ont travaillé pendant 4 ans pour produire cette somme. C'est aussi un travail qui a mobilisé donc une littérature très vaste, plus de presque 20 000 revues, papiers scientifiques qui ont été évalués, et qui a fait l'objet de tout un processus très codé et de revue par les pairs, puis par les gouvernements. On a répondu à peu près 60 000 commentaires sur l'ensemble des chapitres. Le produit, donc, c'est un rapport qui est assez conséquent, puisque c'est 3000 pages de rapport, mais le message ici, c'est que un premier message que j'aimerais faire passer, c'est n'en ayez pas peur et au contraire, n'hésitez pas à vous y plonger. Il y a énormément de matériel qui est dedans, qui je pense est pertinent pour vos travaux, quel que soit le secteur dans lequel vous opérez. Et avec tous les outils de recherche automatique, il est assez facile de s'orienter à l'intérieur de ce document. Je pense qu'il serait dommage de s'en limiter aux quelques messages clés que je vais pouvoir faire passer. Évidemment, en 15 minutes, on ne peut pas résumer l'ensemble. Simplement, j'ai mis la structure ici pour montrer en particulier le fait que vous avez donc des chapitres qui concernent les projections des émissions de gaz à effet de serre et ensuite une analyse de l'ensemble des options de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans tous les grands secteurs de l'économie, et puis ensuite une discussion sur plutôt les conditions de mise en œuvre de ces options, avec notamment un chapitre ici 15 sur la finance, qui est spécifiquement qui regarde la littérature scientifique sur ce sujet, qui je pense est particulièrement d'intérêt pour vous. Tout ceci est en ligne, bien entendu. Alors, si je résume rapidement les quelques grands messages de ce rapport, le premier, c'est que malgré la présence de politiques climatiques de plus en plus importantes, on estime qu'un peu plus de la moitié des émissions mondiales sont d'une façon ou d'une autre régulées ou sous une régulation climat, ça n'a pas été suffisant ça a été suffisant seulement pour ralentir la vitesse de hausse des émissions de gaz à effet de serre, mais on est à un plus haut historique. On était en 2019 à presque 60 milliards de tonnes de CO2 équivalent émis par an, ce qui est sans précédent, et on est clairement, cette trajectoire ne nous emmène clairement pas vers une réduction des émissions, enfin du réchauffement global en deçà de 2 degrés, a fortiori de 1,5, il nous emmène plutôt vers au-dessus de 3 degrés. Et dans des conditions, vu là où on se trouve aujourd'hui, tenir à moins de réduction immédiate importante des émissions dans tous les secteurs, l'objectif de rester en deçà de 1,5 degré va être hors de portée. Alors, néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments qui sont positifs dans l'examen des quelques années passées. Donc, je l'ai déjà dit, le fait qu'on ait vu des politiques mises en œuvre avec des réductions d'émissions qu'on peut trouver dans un certain nombre de pays.
Plus largement aussi, comme vous le savez, des diminutions assez massives du coût des coûts d'un certain nombre de technologies, notamment le solaire, l'éolien terrestre, mais aussi les batteries pour les véhicules électriques, des diminutions très importantes des coûts qui se sont traduites par une pénétration plus importante de ces technologies. Alors on part de très bas, hein, donc si vous regardez les pourcentages, les parts, au final elles restent très modestes. Néanmoins, on a effectivement des décollages qui étaient, si on se met 5 ans ou 10 ans en arrière, n'étaient absolument pas prévus ou anticipés à ces rythmes-là. Si on regarde vers le futur maintenant, eh bien, le message des travaux sont clairs. Si l'on veut, alors si l'on reste d'abord, c'est la courbe rouge qui est ici, sur les politiques et mesures actuelles, sans rien faire de plus, ben on va vers une augmentation lente des émissions, ce sont les scénarios les plus probables, on va dire, et je vous l'ai dit, un réchauffement qui serait au-delà de 2 degrés. Si l'on veut rester sous 1,5 degré, alors à ce moment-là, on a besoin de réduire les émissions de façon drastique et immédiate et de façon extrêmement rapide. Pour les diminuer, il faudrait les diminuer de presque de moitié à l'horizon 2030, diminuer aussi les émissions de méthane de façon très importante d'ici là. Donc 2026, c'est vraiment tard de ce point de vue. Et même si l'on veut tenir 2 degrés, eh bien, il faudrait être, si l'on commence tout de suite, être à peu près à moins 20% d'ici à 2030 pour pouvoir rester sous une trajectoire en deçà de 2 degrés. Alors on peut y accéder aussi en faisant moins d'efforts immédiatement. La courbe en mauve ici représente les engagements des États au titre du protocole de Kyoto, ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées, que chaque État s'est engagé à faire d'ici à 2030. Ça nous amènerait à réduire un petit peu les émissions globales, mais pas suffisamment. Et vous voyez, on peut toujours tenir techniquement 2 degrés, mais au prix de réduction d'émissions vertigineuses ensuite, qui sont sans précédent dans l'histoire et dont le réalisme économique en particulier est tout à fait discutable. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que si l'on veut, pour stabiliser le réchauffement, en fait à quelque niveau que ce soit, on a besoin à un moment d'arriver à ce qu'on appelle le net zéro, donc avoir les émissions résiduelles de gaz à effet de serre qui soient compensées par du stockage ou la capture du CO2 dans l'atmosphère. Simplement, plus vous visez bas, plus il faut que vous atteigniez vite cet état d'équilibre. À peu près 2050, si vous visez 1,5, avant 2070, si vous visez 2 degrés. Je reviendrai sur les techniques qui permettent de séquestrer ce carbone. Alors, ce que fait le rapport du groupe de droit du GIEC, la mission qui nous avait été confiée, c'est d'explorer de façon large l'ensemble des options de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et comme ça a déjà été dit, le message principal, c'est qu'effectivement, il existe des options de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, à des coûts raisonnables, inférieurs ou égaux à 100 $ la tonne de CO2, qui, cumulés, permettent d'envisager de réduire les émissions de moitié d'ici à 2030. Donc on ne parle pas de technologies ou de formes d'action qui sont de la science-fiction, on parle de choses qui sont déjà établies, qui peuvent être mises en œuvre relativement rapidement et dont le potentiel cumulé, encore une fois, ce mot est très important, est significatif puisqu'on est sur les ordres de grandeur dont on parlait pour le 1,5. Le point important, c'est que ce n'est pas seulement de la technologie. Ce n'est pas seulement des choses au niveau de l'offre et de la production énergétique en particulier. Il y a ces composantes-là, évidemment, le renouvelable, mais il y a aussi des choses, cet ensemble est aussi au niveau du fonctionnement des économies et au niveau de la demande. On reviendra là-dessus, mais c'est bien cet équilibre-là entre les deux. De la même façon, il n'y a pas un seul secteur dans lequel on pourrait dire, ben voilà, si ce secteur se décarbone, tout va bien. Non, c'est l'ensemble des secteurs sur lesquels il faut travailler si on veut atteindre ce potentiel cumulé. Alors, donc le rapport regarde ensuite de façon détaillée chaque secteur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le trouverez de tous les secteurs, vous le trouverez là encore dans le rapport lui-même.
Mais quelques mots quand même dans le domaine de l'énergie, où clairement des transitions majeures sont nécessaires, là encore si on veut rester en deçà de 2 degrés et a fortiori 1,5, avec un premier élément central qui est la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. Un calcul simplement, la littérature montre que si vous prenez l'ensemble des centrales thermiques, donc des centrales qui produisent de l'électricité à partir de charbon, de gaz ou de fuel, vous avez, et que celles qui sont existantes ou celles qui sont en projet, et que vous supposez qu'elles fonctionnent simplement jusqu'à la fin de leur durée de vie théorique, rien de plus, eh bien vous émettez déjà plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que le budget total auquel vous avez droit si vous voulez tenir 1,5, et à peu près autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que le budget total auquel vous avez droit si vous voulez tenir 2 degrés. Dit autrement, si on veut réduire le réchauffement en deçà de 2 degrés, a fortiori 1,5, il faut fermer de façon prématurée une partie significative de ces centrales, d'abord au charbon, puis au fuel, puis au gaz naturel. Donc là, il y a déjà un enjeu absolument majeur dans ce domaine, combiné avec de l'électrification généralisée et de l'amélioration de l'efficacité énergétique, et puis dans les secteurs dans lesquels il est difficile de passer à l'électrification, passer à des carburants de substitution, hydrogène, biocarburants durables, par exemple. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des aspects qui étaient plutôt technologiques, qui étaient plutôt sur l'offre, mais il y a aussi des aspects qui sont au niveau de la demande. Et là, c'est une innovation du chapitre parce que c'est quelque chose qui a beaucoup monté dans la littérature. Il y a un chapitre entier dédié à la question de la demande des services et plus globalement des modes de vie et de leur évolution. Donc ici, il y a effectivement, là aussi, la littérature suggère un potentiel tout à fait significatif. Alors, notez que c'est à l'horizon 2050 et pas à l'horizon 2030, donc de réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre à cet horizon. Pourquoi plus long? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que derrière demande, ce n'est pas uniquement des choix individuels. Alors oui, il y a effectivement le fait de dire je mets mon thermostat un petit peu moins haut, je passe de 21 à 20 ou à 19 degrés quand je me chauffe. Si je peux, je prends le train plutôt que de prendre l'avion, etc. Il y a effectivement des éléments comme ça. Mais il y a une bonne partie de ces choix individuels qui ne peuvent s'exprimer que si des choix collectifs ont été faits avant, et en particulier des infrastructures sont disponibles. Je peux avoir envie d'aller en vélo à mon travail, encore faut-il que je puisse me loger pour pas trop cher, à proximité de mon travail. Encore faut-il que j'ai aussi une piste cyclable et pas une route sur laquelle, si je prends mon vélo, je vais me faire écraser de toute façon. Et ça demande ce sont des décisions et ce sont des choix collectifs et pas des choix individuels. Donc il ne faut pas réduire cet aspect demande à l'aspect choix des ménages, ou organisation des entreprises, des flux logistiques, etc. Mais il y a aussi des éléments de choix collectifs et en particulier beaucoup de choses sur les infrastructures. Alors, un mot sur la capture du dioxyde de carbone et les méthodes permettant de le faire. Donc, je vous ai dit que le net zéro était nécessaire pour stabiliser le réchauffement, quel que soit le niveau auquel on le stabilise. Le point important, c'est que la seule, aujourd'hui, méthode que l'on connaisse et que l'on sache faire fonctionner pour capturer du dioxyde de carbone de l'atmosphère, c'est de stocker ce carbone dans la biomasse, donc dans les arbres, dans les plantes en général, et partant dans les sols. Donc essentiellement de planter de la forêt ou de changer la gestion agricole pour améliorer la capture du carbone. Toutes les autres méthodes basées sur des procédés physiques ou chimiques qui sont proposés aujourd'hui restent à des états même avant le démonstrateur, et on pose énormément de questions avant de pouvoir imaginer qu'elles soient déployées à grande échelle. Or, le potentiel, évidemment, si vous utilisez de la terre pour séquestrer du carbone, comme vous le savez, les terres ont d'autres fonctions, produire de l'alimentation, protéger la biodiversité, etc. Et donc, il y a eu une énorme littérature, là encore, pour regarder quels étaient les points d'équilibre. Par rapport à une sorte de très grand optimisme sur la séquestration du carbone qui a pu y avoir en 2015-2016, lors de la sortie du précédent rapport, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, modeste dans ce domaine. Dit autrement, c'est pas parce qu'on peut séquestrer du carbone dans les sols et dans la biomasse qu'on peut ne pas réduire les émissions par ailleurs. Il faut vraiment que les émissions résiduelles restent très faibles pour pouvoir exploiter ce potentiel sans
amener à des tensions avec, encore une fois, l'alimentation, avec la biodiversité, avec les autres fonctions du sol. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais passer là-dessus pour dire simplement ensuite que agir par rapport au changement climatique, et ça je pense que c'est important lorsque vous discuterez des questions de reporting, c'est pas seulement réduire les émissions, c'est aussi mettre en place les conditions qui permettent à ces réductions d'émissions de se déployer. Ça veut dire d'avoir des politiques publiques qui sont en place. Donc ça, c'est un point. Ça veut dire aussi amener le financement le financement associé. On sait que les flux financiers aujourd'hui sont largement inférieurs au niveau nécessaire pour limiter le réchauffement à moins de 1,5 ou de 2 degrés. Il y a différentes formes de mesures, mais quelle que soit la région, quel que soit le secteur, c'est ce que essaie de montrer la figure de droite, eh bien, on est très largement en deçà des montants nécessaires. Le point, c'est qu'il existe suffisamment de capitaux de liquidité au niveau mondial pour combler ces écarts. Donc l'enjeu n'est pas tant l'offre de liquidité que le fait de les orienter vers des projets bas carbone, sachant que ceux-ci, il y a souvent pas de cohérence entre l'endroit où c'est la localisation géographique de ces capitaux, les pays dans lesquels ils sont disponibles et les lieux dans lesquels les projets peuvent se déployer. On n'a pas forcément une offre de projets de bas carbone qui est suffisamment large. Les risques qui y sont associés restent perçus comme réel ou perçu, en tout cas, reste élevé. Et évidemment, comme dans tout investissement dans des pays étrangers, les questions aussi de stabilité plus largement de ces pays, de risques qui y sont associés, pèsent sur les projets bas carbone, comme dans tous les autres projets. Donc ça repose, et là, tout le chapitre 15 dont j'ai parlé précédemment, regarde de façon très détaillée une littérature qui a explosé en termes académiques sur finalement les outils et les façons de réorienter la finance vers ces projets bas carbone, en combinant des éléments qui touchent aux politiques publiques eux-mêmes et qui touchent à la régulation à la régulation du secteur, donc des choses qui sont directement, je pense, d'intérêt pour vous. Là derrière, il faut aussi bien voir qu'il y a un enjeu nord-sud qui est très important. L'écart entre les investissements actuels et les investissements nécessaires est plus grand dans les pays en voie de développement, qui sont aussi souvent des pays dans lesquels l'épargne domestique disponible est la plus faible et où donc les besoins en transfert sont les plus importants. Voilà, je vais terminer. Je vois que je suis presque au bout du temps qui m'a été alloué, pour dire quand même un mot sur les liens, sur les implications, les interactions entre cette transition bas carbone et les autres objectifs de développement que se donnent les sociétés, objectifs économiques, objectifs sociaux, objectifs environnementaux aussi. Donc il y a tout un travail qui est fait dans le rapport pour regarder ces interactions. Peut-être en dire très vite que d'un point de vue économique, macroéconomique en tout cas, la littérature suggère que les transitions bas carbone ont des impacts limités, relativement aux hypothèses de croissance qui sont sous-jacentes dans ces scénarios. L'impact d'une transition bas carbone reste dans la plupart des cas relativement limité, avec des variations importantes selon les pays, selon les régions évidemment, et dépendant très fortement de la nature des politiques qui sont mises en œuvre pour réduire les émissions. Donc ces coûts macroéconomiques ne sont pas gravés dans le marbre, mais ils dépendent des choix que l'on fait sur la nature des politiques mises en œuvre. En termes d'emploi, là encore, les bilans nets sont à peu près équilibrés, voire positifs. Destruction d'emplois dans les secteurs les plus intensifs en carbone, création d'emplois dans les secteurs les moins intensifs en carbone. Mais évidemment, derrière le bilan comptable, vous avez une transition qui est extrêmement, un vrai enjeu, puisque les gens ne sont pas des pions, vous pouvez déplacer de secteurs ou de régions. Donc là, il y a un énorme enjeu en termes de formation, en termes d'aménagement du territoire, d'accompagnement de ces transitions, qui est un sujet très fort. Néanmoins, dans l'autre sens, vous
vous avez aussi toute une série d'actions de réduction d'émissions qui ont des conséquences positives sur d'autres objectifs de développement, en particulier la santé. Typiquement, quand vous parlez de réduire les moteurs thermiques, passer à des mobilités plus douces, tout ça, ça a des implications positives en termes de santé. Et à l'inverse, vous avez un certain nombre d'actions que vous pouvez mener pour atteindre d'autres objectifs. Par exemple, j'ai parlé du logement, qui peuvent avoir des rétroactions positives en termes de réduction des émissions. Typiquement, vous faites des politiques de logement et vous rendez plus facile l'accès à plus facile le fait de vous loger à proximité des centres-villes, qui est un objectif partagé dans pas mal de pays. Ça a priori aucun rapport avec le climat. Néanmoins, si vous faites ça, la demande en transport diminue. Et il est plus facile ensuite de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou si vous mettez un prix du carbone à un moment, une taxe carbone, vous aurez un effet de report modal plus important, parce que les gens auront des alternatives beaucoup plus importantes. Donc il y a des interactions positives dans ce sens-là. Et puis, je conclurai là-dessus, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait là, c'est pour éviter les risques associés au changement climatique. Et ça, c'est nos collègues du groupe 2 qui les ont détaillés. Ce sont des risques qui sont importants. Et les travaux d'analyse coût-bénéfice qui ont pu être menés suggèrent que, pour 2 degrés au moins, les bénéfices en termes de risque de changement climatique évité l'emportent largement sur les coûts en termes de coûts associés à la transition bas carbone. Voilà pour ces quelques mots. Je vous remercie.